Alors, on va pouvoir commencer les recommandations. Whip. Alors, je vais vous proposer, pour commencer, 2 vidéos YouTube. Alors, la première, je ne l'ai pas vue, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Ça s'appelle Du sang sur nos manettes. La complicité de l'industrie l'industrie des jeux vidéo dans le génocide palestinien. Voilà. C'est... J'espère que ce titre vous donne l'eau à la bouche. Donc je ne l'ai pas encore vu, mais je l'avais vu passer et je m'étais dit que ça pouvait être un sujet intéressant. Donc voilà, si ça vous dit, voilà, c'est quand même 2 heures, 2 heures de vidéo. Vous allez voir, ça commence par une très 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 belle voix d'un Français qui parle anglais. 2 heures d'anglais, il y a des sous-titres, hein, il y a les sous-titres. Donc en vrai, je pense que ça ira. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous proposer ceci. Ensuite, deuxième vidéo YouTube que j'ai regardée cette fois-ci, que j'ai même conseillé à Alice et à ma sœur, qui s'appelle « Comment j'ai traqué et fait arrêter un prédateur ». 4 ans d'enquête fait par Ludoc. Alors Ludoc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des réalisateurs du Bagel. Et il y a, en 2015, je crois, donc il y a quasi 10 ans, il s'est retrouvé à correspondre sur Skype avec un homme qu'il ne connaît pas, et qui a 50 balais. Et en fait, bah, il va se rendre compte qu'il est en train de discuter avec un pédophile. Et il va tenter d'avoir le plus d'informations possible. Et ensuite, il va aller voir la police pour que la police fasse son travail et arrête ce mec. Donc voilà, c'est un documentaire. Alors c'est un documentaire un petit peu grandiloquent. Genre, il y a la musique qui fait peur, il y a la musique de tension, il y a des effets spéciaux, des boum boum, des machins. Donc dans la forme, c'est un peu grandiloquent, mais dans le fond, c'est vachement bien. Parce que, ils ont des réflexes improbables. Enfin, le début de la vidéo, c'est leur enquête à eux, donc au Bagel, parce qu'en fait, il va se retrouver à discuter avec ce Kemé pendant qu'il est en tournage à Los Angeles. Non, en écriture à Los Angeles. Donc il est entouré de ses camarades, et ils vont essayer de le piéger ensemble, en fait. Et ils ont des idées. Franchement... j'étais sur le cul de leurs idées parce que c'était hyper... Enfin, c'était vraiment incroyable. Enfin, vraiment, j'étais choc-barre d'avoir réussi à faire ça. Donc, vraiment, rien que le début est incroyable. Et ensuite, il va vous raconter plus comment les flics vont travailler puisqu'il a interrogé des expertes. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a que des meufs. Non, il y a 2-3 queumés. Mais il y a beaucoup de meufs. Et donc, ils vont expliquer comment les flics travaillent. Comment les experts informatiques travaillent, et franchement, big up à ces gens, parce que regardez ce qu'ils doivent regarder toute la journée, c'est un peu chaud. Il va aussi expliquer le procès qu'il va y avoir ensuite, la condamnation, et il va aussi faire des petites recommandations de comment on protège ses enfants sur le net. Donc voilà, c'est plutôt bien fait. Même si, toujours, je vous rappelle, le côté grandiloquent, au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu en mode... Donc voilà. Et la lumière fut. Voilà, voilou. Donc ça, c'était les 2 vidéos YouTube que j'ai vu passer, qui pourraient peut-être vous intéresser. Et on va parler de livres maintenant. Et on va commencer avec ceci. Voilà, regardez comme c'est beau. La meuf. La meuf s'enjaille sur une couverture de livre. Ah putain, j'avais oublié. J'avais oublié que mon effet est dégueulasse. Voilà. Donc ceci est un livre trouvé par hasard, enfin pris au hasard de la bibliothèque partagée, juste parce que cette couverture est magnifique. Voilà. Et ben je suis pas déçue du voyage. C'est ça la souris, exactement. Donc les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, sorti en 2020 de Stuart Turton. Voilà, pris vraiment au hasard. Balthazar, je n'avais aucune idée ni de l'existence de ce livre, ni du mec. Donc vraiment, c'est un total hasard, juste parce que la couverture est belle. Je vis comme ça, je vis dangereusement. Alors, quelle est l'histoire? Nous nous réveillons dans les bois, avec pour seul souvenir un prénom sur notre langue. Une femme court, effrayée par un coup de feu. Qui est cette mystérieuse Anna? Pourquoi nos souvenirs nous font défaut? Où sommes-nous? Trop de questions.
qui seront vite répondues au cours de cette enquête qui ressemble littéralement à une run de jeu vidéo, comme dans un roguelite où le protagoniste va changer de corps et d'esprit pour découvrir qui veut la mort d'Evelyn Hardcastle. Et il doit percer ce mystère s'il veut sortir de cette boucle infinie de run. Jeune entrepreneur. Donc voilà, donc en vrai ça a été une de mes lectures favorites de l'année dernière, puisque je l'ai terminée l'année dernière. C'est pas peu dire, hein, parce que vraiment j'avais trop hâte chaque soir de retourner lire, de continuer à savoir ce qui allait se passer, découvrir les nouvelles personnalités, etc. Hyper prenant, hyper bien écrit aussi. C'est très fluide, c'est hyper imaginatif. Parce que quand même, on est dans une sorte... En fait, on est dans un Agatha Christie, un whodunit, comme on dit. Donc, qui a fait ça une enquête, mais avec ce système de boucle, plus ce système de changement de corps et de temporalité qui va varier. C'est vraiment... Le fond et la forme sont vraiment hyper imaginatives. Voilà. Alors après, ça peut être un chouille délicat si vous n'êtes pas habitué à lire et que vous êtes plutôt terre-à-terre et que la poésie... c'est pas trop votre délire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de comparaisons poétiques, comme moi j'en fais dans mes bouquins. Et il y en a pas mal. Donc si vous êtes pas habitué à ce qu'on mélange des concepts, de casser ta hype... Mais non, toi tu pourras lire. C'est pas toi... je l'achèterai pas. C'est pas toi que je vise. Même pas fini la horde. Toto, c'est bon. Enfin, en tout cas, j'ai pas remarqué que t'avais des problèmes avec ça. Mais il y a des comparaisons qui peuvent être... Enfin, on mélange des concepts ensemble et ça peut être perturbant pour celles qui sont pas habitués à ce genre de fuite. Donc, en fait, ce concept de run, ça m'a rappelé aussi le jeu Sexy Brutale, dont j'avais parlé dans 20 minutes et des pixels... Non, 20 minutes manette en main, pardon, le podcast qu'on fait avec Lys tous les étés, là. Où en fait, on s'échange des jeux vidéo. Et en fait, elle m'avait fait découvrir Sexy Brutale, qui est là aussi un jeu vidéo sous forme de run temporel. C'est-à-dire qu'en fait, on doit élucider, on doit éviter des meurtres. Et si on n'y arrive pas, ça reboucle et on remonte dans le temps et on recommence. Et voilà, et en fait, dans ce livre, effectivement, en fait, bah, comme on est dans différents corps, on va apprendre les temporalités et où sont les gens à tel moment et tel moment. Au bout d'un moment, on va commencer à savoir que machin va être dans cet endroit, truc va être là-bas, etc. Donc, c'est comme ça qu'on se repère. Donc voilà, et dans Sexy Brutale, il y avait aussi différents pouvoirs en fonction des personnes qu'on allait sauver. Ces personnes nous donnaient un pouvoir qui nous permettait d'avancer, donc c'est comme un Castlevania. Voilà. Dans ce livre, on va ressentir chaque personnalité et de plus en plus, au début, il y aura pas trop on va pas trop sentir la personnalité du premier hôte, mais avec le temps, en fait, la personnalité principale, je sais pas comment on peut appeler ça, se fait manger par les autres qui l'habitent. Et c'est une explication qui va être intradigétique, donc plutôt bien pensé ça aussi. Il y a eu un seul moment où j'étais pas du tout convaincue, et c'est à la toute fin du livre, c'est une des révélations de pourquoi tout ça en réalité. J'avoue. J'aurais vraiment préféré autre chose. J'ai trouvé ça... C'est pas la limite du problématique, parce qu'il n'y a rien de problématique, c'est juste que j'y crois pas. Voilà, c'est vraiment... j'ai beaucoup de mal à y croire. Ou alors c'est mal installé, cette fois-ci ça a été mal... En fait, tout le reste est vachement bien décrit, on sent que ça a été travaillé pendant des années, pendant 3 ans. Mais ça, j'ai beaucoup de mal à y croire. Bon, ça n'a pas enlevé le bonheur d'avoir suivi l'intrigue tout entière, la fin, etc. Hein. C'est juste que cette révélation, franchement, elle n'aurait pas été là. Je sais même pas si ça aurait dérangé quelqu'un. Alors si tout le monde se serait demandé pourquoi. Mais j'avoue que, bon, voilà. Ça m'en a touché... plus que ça m'en a fait toucher une sans faire bouger l'autre, ça m'a un peu... J'étais un peu en mode, bon, j'y crois très 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 peu. On n'avait pas besoin de ça.
ça aurait pu être tout autre, enfin toute autre chose, et ça aurait été très bien aussi. J'avais très peur de l'effet Agatha Christie, parce que dans ce genre de livre, c'est assez facile pour l'auteur de nous cacher des trucs. Comme ça, après, il nous fait une big révélation, et on est sur le cul, choc barre baiser. Je déteste Agatha Christie pour ça, parce qu'elle, elle cache littéralement les indices, donc tu ne peux pas deviner si elle te l'a pas dit. C'est notamment ce qui se passe dans le crime de l'Orient Express. Tu ne peux pas deviner la résolution de ce livre. Donc je trouve ça un peu... moi, je trouve qu'on se fout un peu de ma gueule. Parce que j'aime quand tout est laissé devinable, entre guillemets, et que c'est... qu'on est avec le protagoniste et on essaie de comprendre en même temps que lui, et si on a trouvé avant lui, et bravo à nous, quoi. Mais voilà, qu'on nous interdise pas de trouver sous peine, parce qu'on a caché des éléments. Il y a un seul moment, il l'a fait, mais ça va, c'est pas trop grave, parce qu'on s'en bat les couilles. Mais il l'a fait à un moment, et je trouve ça pas normal, puisque nous sommes à la première personne en permanence. Donc nous sommes censés être au courant de toutes les actions de notre protagoniste. C'est pas possible de cacher quelque chose quand t'es à la première personne du singulier. Voilà. Je vous l'ai dit. Bref, lecture incroyable. Je suis trop contente d'avoir eu la curiosité d'avoir choisi ce livre à cette couverture. Parce que vraiment, c'était vraiment super. Mis à part ces deux petits trucs, quoi. Le truc du chapeau de magicien, oui, c'est ça. C'est pour ça que Agatha Christie... J'avoue que j'ai vraiment... En vrai, j'en ai pas lu des Agatha Christie parce que je connaissais déjà le truc et j'étais déjà gavée avant même d'en lire. Mais j'ai regardé par contre le crime de l'Orient Express réalisé par Kenneth Branagh, qui est vachement bien, hein. Mais c'est vrai que la fin, j'ai soufflé de ouf. J'étais en mode, mais... Voilà. Comment tu peux faire ça? C'est dégueulasse. Tu peux pas deviner, en fait. T'as vraiment l'impression d'être pris pour un gros con, quoi. C'est énervant. Voilà, voilou. Donc c'était les sept muertes d'Evelyn Castle. Très très bon. Je vous le conseille si vous aimez lire. Mais il me manque un truc. Attendez. Là, j'ai oublié un truc. Alors après, je vais vous parler de 2 BD très rapidement, puisque c'est des mini BD pour les petits-enfants. Les petits-enfants, regardez. Des lapins. Des lapins. Il tombe des lapins. Il tombe des lapins, sorti en 2024, de Wei Fang Chen. L'histoire, c'est Alex qui ne veut pas sortir de son lit, mais quand il découvre qu'il tombe des lapins à l'extérieur, il run toute sa vie pour pouvoir profiter des petits lapins qui tombent. Donc mini BD pour les enfants, évidemment, hein, c'est pas pour les adultes. Donc si vous avez des enfants, je vous conseille ce livre, c'est très très mignon. Surtout les enfants de 2-3 ans, ça marche vraiment bien sur eux. C'est très mignon, évidemment, les petits lapins ont envie de casser la gueule de tout le monde pendant toutes les pages, là. Et d'ailleurs, sur chaque page, il y a un petit lapin avec un chapeau qu'il faut trouver. Et voilà, même sur la couverture, il y est. Et donc, je l'ai lu avec ma nièce de 2 ans et demi. Et donc, à chaque fois, je lui disais, il est où le lapin avec le chapeau? Voilà. Ils ont des cheveux en titane. Ils sont mous. Ils sont mous. Parce que oui, bien sûr, c'est une métaphore de quelque chose d'assez évident en vrai, mais ça reste très mignon, donc voilà. Qui m'offre ça? Voilà, si vous avez des enfants dans votre entourage, je vous conseille Il pleut des lapins, c'est très mimes. Envie de casser la gueule de tout le monde. Et hop. Et celui-ci, métaphore de quoi? Il faut lire le livre, Coco. Et celui-ci que j'ai lu aussi, qui est une BD plus pour... pour les enfants. Je dirais entre 7, 8, 9, 10, 12, 13, 25 ans. Non, je sais pas. Mais plus grand. Pas 2 ans, quoi.
Donc qui s'appelle Je suis moi et personne d'autre de Baptiste Beaulieu et Ching Len. C'est docteur, exactement. Donc Francisco est un garçon qui dit oui à tout le monde pour faire plaisir. Il découvre qu'à force de ne pas être lui, son prénom écrit sur son porte-manteau disparaît de plus en plus. Donc Baptiste Beaulieu, c'est un médecin pédagogue qui tient un podcast, écrit des livres, fait des podcasts Insta sur plein de sujets différents. Alors j'ai pas écouté les podcasts parce que je ne suis pas très podcast, mais ma sœur arrête pas de m'en parler, arrête pas de me dire que c'est trop bien. Et donc elle a acheté la BD de ce Kemé, qui a l'air d'être une BD un petit peu autobiographique de ce que j'ai compris. Apprenons à dire non, ouais. Bah surtout que la résolution se fait par le parent. Donc en vrai, ça les concerne aussi. Donc voilà, c'est une BD très courte, évidemment, mais assez efficace sur le sujet. Alors, évidemment, si... Enfin, c'est du classique shit, en réalité. Parce que si vous travaillez sur vous-même depuis un bail, sur apprendre à qui vous êtes... à être qui vous êtes, à savoir vos limites, ce que vous aimez, ce que vous ne voulez plus, à refuser quand ça vous concerne pas, enfin quand ça ne vous intéresse pas, etc. Bah c'est du classique shit. Si vous n'êtes pas trop au fait de comment on dit non, etc., peut-être que ça peut être une bonne idée. Bon alors c'est très basique en vrai, hein. C'est vraiment pour les ados, enfin les pré-ados. Mais voilà, mais peut-être que les podcasts et tout de Baptiste Beaulieu, ça pourrait vous intéresser. C'est extrêmement bien dessiné. Je sais pas si c'est fait à l'encre de Chine, mais ça y ressemble pas mal quand même pour les traits noirs, en tout cas pas pour la colorisation, mais les traits noirs, il y a des pleins et des déliés qui sont vraiment très caractéristiques de l'encre de Chine. Voilà, un sujet intéressant pour les enfants et pré-ados, pour pas qu'elles tombent dans le travers de n'être qu'une coquille vide qui remplit les objectifs de leurs parents ou de leur entourage, au lieu d'être qui elles veulent être. Voilà. Ça aurait été pas mal que j'apprenne ça plus tôt. Mais bon, on s'en fout. L'important, c'est d'arriver au bout, comme on dit. Voilà, voilou. Donc on va pouvoir passer aux séries. Il y en a 2, dont un animé. Alors, toc toc. Toc toc toc. C'est parti. I think I'm getting framed for murder. You think I'm making this up? We're not gonna end up arresting you for this, are we? I was in the wrong place at the wrong time. I'm black, I'm on TV. I was there. I'm walking around with a bullseye on my back. They are gonna pin all this shit on you. But doesn't it feel like the end? It's murder of a notorious white man. The man was the Jesse Jackson of white supremacy. I think we're not prepared. Did you do something to him? This ain't no fight or flight. It's just flight. Do you see what they're doing to me? I ain't running. Something's coming for us. They're going after my family. So I need you to extract me from the equation. This all's a bit bigger than you thought. The police are looking for a story they believe. You're out of moves. What are you gonna do? Get my life back. And something's coming for us. I'm not a criminal. With all due respect, my brother, you sure acting like one. Voilà, The Madness, sorti en 2024, de Stéphane Belbert, avec Colman Domingo, Marsha Stephanie Blake, Gabriel Graham. L'histoire, Muncie Daniels, journaliste, s'octroie une petite virée à la campagne pour écrire, sauf qu'il se retrouve avec un cadavre sur les bras et est poursuivi par plusieurs factions, des nazis et des antifas.
Un gros bordel dont il va essayer de se sortir. Alors, je vais pas mentir, je n'ai vu que 4 épisodes sur les 8. Je n'ai vu que la moitié, parce que ça m'a pas convaincue. Mais je vais quand même en parler, parce que si jamais vous arrivez à passer le pas... Parce que, en fait, vous allez voir, c'est vraiment des... C'est juste la sensibilité qui n'est pas... n'a pas été la mienne, on va dire. Enfin, c'est pas contre le truc, parce que vraiment, c'est bien fait, c'est bien joué, etc. Ça a l'air bien écrit et tout, mais l'histoire m'a pas emballée. Pour moi, en tout cas, je trouve qu'il se passe quasiment rien dans les épisodes. Soit c'était pas mon truc, soit c'était pas le moment. Mais en tout cas, là, par exemple, au bout de 4 épisodes, j'ai pas plus avancé que ça sur l'histoire. Hein. Donc si à la moitié de la série, je considère qu'il se passe rien, voilà. Donc comme j'ai déjà donné 4 heures, je vais passer à autre chose, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est à la fois très très lent et frénétique. Parce qu'en fait, il se passe... En réalité, il se passe des trucs dans les épisodes, mais ça fait pas avancer l'histoire. Je sais pas où ça veut en venir, et j'arrive pas à comprendre le but de tout ça. Par contre, j'ai commencé la série parce que le héros est noir, donc c'est tellement rare de voir des séries comme ça que je me suis dit, je vais regarder ça. Le cast, en plus, est à 90% racisé. Je suis en train de réfléchir, mais je me dis qu'à part l'énorme gros méchant et l'ex-femme de facho, je ne vois pas beaucoup de personnes blanches. Donc voilà, c'était sympa, ça. Et en plus, le premier épisode, franchement, ou les 2 premiers épisodes, tu dis « Ah putain, trop bien, ça va parler de la violence des alt-right, donc des fachos. » Parce que c'est vraiment ça, sur quoi ça commence. Mais après, ça dérive vers des anarchistes qui sont pro-armes. Alors, aux États-Unis, c'est normal. Mais moi, j'étais en mode, quel est le rapport avec la choucroute? Et puis, si c'est pour qu'on me sorte à la fin que tous les extrêmes se ressemblent, bof. Voilà. Donc, voilà, je trouve que ça c'est compliqué pour pas grand-chose. Alors qu'en vrai, un petit sujet sur l'alt-right aurait suffi à mon humble avis, surtout que c'était vraiment bien parti. En vrai, j'avais beaucoup aimé le premier épisode. Et coucou Flymos, comment ça va? J'avais beaucoup aimé le deuxième aussi. Enfin, le deuxième était plus lent, mais j'avais trouvé ça sympa. Mais après, c'est parti en couille, quoi. Enfin, après, voilà, j'ai pas compris pourquoi on était parti sur les anarchos fans de flingue, là. En plus, il y a un flic qui pourrait aider, mais il le fait pas. Vraiment, j'étais en mode, mais putain, mais aide-le, le mec, tu vois bien qu'il est en train de se faire défoncer le fiac gratos, là. Non, bon, alors c'est peut-être très réaliste, hein, je ne sais pas. Donc voilà, très dubitative. Par contre, un truc que j'ai vraiment aimé, c'est que la famille du héros est riche. Donc on n'est pas sur les écueils habituels en mode pathos, des personnes racisées égale personnes qui galèrent. Là, ils galèrent pas du tout. Mais il y aura quand même des problématiques liées à la ségrégation, au racisme, etc. portées par d'autres personnages à côté. Donc c'est quand même mentionné, etc. Donc c'est pas caché. Donc voilà, en vrai, la série est politique, mais on sait pas où elle veut aller. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu déroutée et que j'ai pas donné suite. Voilà, donc je pense que j'étais un peu déçue parce que j'attendais une série peut-être plus réellement politique et engagée contre l'alt-right et les fachos. Parce que ça aurait été giga intéressant en vrai. Je pense que c'était ça que j'attendais. C'était quelque chose pour montrer que la montée du fascisme. En plus, la personne qui meurt, enfin le mec est vraiment un mec de l'alt-right. Et il est bien propre sur lui. En fait, dès le premier moment où tu le rencontres quand il est encore vivant, tu te dis « Oh là là, il est bizarre celui-là ». T'as pas du tout... C'est un petit peu les ambiances dans les films de Jordan Peele. Où les blancs, tu sais pas trop comment les considérer parce qu'ils sont trop... Enfin, ils ont le pouvoir et donc tu sais qu'ils vont imposer leur pouvoir sur les autres et t'es mal à l'aise. Ou dans n'importe quel film où tu sens qu'il y a un mec qui a vraiment le pouvoir et qui va imposer sur les autres, quoi. C'est la mode des gonzes intégrés sur le A des logos... Ah bon? Ah bon, je savais pas, Nova. Et coucou. Coucou. Déjà, c'est pas mal qu'il y ait un logo, hein. Pour ce genre de série, il y en a pas, normal. Voilà.
Bah après, cette vibe, elle dure 15 secondes, hein, parce que le mec, il est vivant pendant 5 minutes. Donc voilà. Alors peut-être que la série est politique et engagée peut-être plus tard, au bout de 3h30. Et coucou Revolutionary Girl, comment ça va? Et joyeux enterrement. Pute. Pute. Je le reconnais. Ah oui. Donc voilà. J'ai donné 4 heures pour rien apprendre de plus que le premier épisode, j'ai l'impression. Donc voilà. Si jamais vous tentez la série, eh ben dites-moi la fin. Merci, ça m'intéresse. S'il vous plaît, travaillez à ma place. Non, là, j'avoue que... Bon, voilà. C'était peut-être pas le bon moment. Non, c'est même pas une bonne chance. C'était vraiment... Moi, ça m'a pas parlé. Peut-être que ça vous parlera. Peut-être que vous aurez moins la flamme que moi d'attendre une résolution au bout de 8 heures. Mais voilà. En vrai, c'est bien, hein. Enfin, techniquement, à part que ça m'ennuyait, voilà, c'est... Et que j'aurais voulu voir vraiment un sujet sur Lightright, je pense. Voilà, voilà. On va enchaîner avec un anime. J'espère que la bande-annonce sera pas trop cringe. L'ennui était bien fait, c'est ça. Épisode 5, comme ça, comme un relais. Je pense que tu vas rien comprendre. Déjà qu'à un moment donné, en fait, déjà, il arrête pas de visiter la femme de... En fait, l'ex-femme du mec qui est mort, il arrête pas de lui rendre visite. Et en fait, à un moment donné, je vois une meuf devant la maison de la meuf. Donc, je reconnais la maison. Et je vois l'actrice et je me dis, c'est pas la même. Et après, je voulais raconter en plus. Je me dis, vraiment, c'est pas la même. Et après, je réfléchis 30 secondes et je me dis, ça se trouve, c'est mon cerveau qui est encore buggé et c'est vraiment la même. Et là, en fait, c'était pas la même. C'est bon. Je ne mélange pas les femmes. Putain. Ah putain, je voulais vous faire un truc au début. Putain, je me suis trompée. J'ai oublié de faire un truc au tout début du live. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Respire. Non mais en vrai, comme dans Nosferatu dont on va parler, ma sœur et moi, au tout début, on n'a pas compris ce qui se passait en fait. À cause d'un visage. Et en fait, notre problème de notre cerveau et le mix des visages, ça nous pose problème des fois. Et dans Nosferatu, il y a un indice. J'ai mis longtemps à comprendre un truc, mais je vais pas vous dire. Mais j'ai mis longtemps à comprendre un truc parce que un visage m'avait perturbé et ma sœur aussi, elle a paniqué en fait. Nosferatu, le barato de Montréalo. Nosferawan. Bon allez, je me casse. Ça suffit. Le duo parfait. C'est vrai. Faites-vous un check avec Coco. とか宇宙人とか信じてないから。いや幽霊なんているわけないでしょ。はあ？アメリカ軍は UAP の存在を正式に認め宇宙軍を再編成しました。どう考えても宇宙戦争に備えてますよ。うるせえな、こっちは今失礼してそんな気分じゃねえんだよ。わしを倒そうなんて考えない方がいいぜ。Voilà, Dan Dadan, sorti en 2024, de Fuga Yamashiro, avec Wakayama Shion, Natsuki Anae, Mayumi Tanaka. Putain. Momo Ayase est une lycéenne plutôt énergique qui croit à l'existence des fantômes, car sa grand-mère est une exorciste et elle croit pas aux aliens par contre. Alors que Ken Takakura, un jeune garçon qui est dans le même lycée qu'elle, un garçon plutôt timide, croit, lui, aux aliens, mais pas aux esprits. Et les deux se lancent alors un défi, faire changer de croyance l'autre, et alors ils vont vite se rendre compte qu'ils ont tous les deux raison, et ça va changer leur vie. Mais pas les deux, ouais. Bah là c'est les deux. Alors, trigger warning direct, on les voit souvent à poil.
Et ça parle beaucoup trop de cul. Voilà. Alors, si vous arrivez à passer ce trigger warning, vous pourrez regarder la série. Moi, j'avoue que ça m'a surpris. Et que 50% du temps, j'étais cringe dans tous les épisodes. Donc c'était vraiment chelou de passer de « Oh putain, c'est vachement cool » à « Oh, qu'est-ce qui se passe au secours, je veux partir !» Vraiment, en permanence, j'ai eu ces deux feelings dans tous les sens. Alors j'espère vraiment que la saison 2 va se calmer sur ça, parce que en vrai, la série est vraiment bien. Hein. Beaucoup de sous-vêtements chez les meufs et les mecs sont souvent à poil, ouais. Ouais. Et il y a même des tentatives de viol. Donc voilà, je vous préviens, l'épisode 1, il y a quand même une tentative de viol. Il n'arrive rien au personnage, rassurez-vous, tout va bien se passer pour elle. Donc voilà, mais je vous préviens quand même. Alors l'anime avait l'air d'être plutôt réputé pour ses combats et son animation, et ça va se confirmer, hein, rien que dans la bande-annonce, vous avez pu voir un petit bout. Les combats sont giga stylés, l'animation aussi, le générique est d'une beauté. J'ai même passé les images au ralenti pour le regarder mieux, parce que vraiment trop beau le générique. Ce que j'aime aussi, ce sont les histoires des esprits, parce que c'est pas juste des esprits malfaisants pour être des esprits malfaisants. Il y a un fond derrière le fait qu'ils soient devenus des esprits. Il y a une histoire et un background qui est souvent tragique et triste. Et il y a même un des fantômes qui m'a ému, parce que ça raconte... Enfin, il y a un des épisodes qui raconte son histoire. Voilà, les personnages sont assez archétypaux, mais ça passe en vrai. Donc c'est classique shonen, hein, on va dire. Mais franchement, ça passe. J'aime beaucoup l'énergie de Momo Ayase, qui est donc l'héroïne. Elle est vraiment très chouette. Je l'aime bien. Il y a un autre personnage qui me fait beaucoup rire, même s'il est cringe. Enfin, il est débile, donc c'est très cringe. Même comment on appelle ça? On pourrait l'appeler la rivale de Momo. Elle est très sympa aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Bon, j'aime bien aussi l'autre, là, Ken machin. Il est sympa. En fait, tous les personnages sont sympas, en vrai. Voilà. Donc si vous arrivez à passer le fait qu'on voit des ados à Walp, voire même des tentatives de viol, bah vous pouvez mater la saison 1, sinon ça va être un peu compliqué. De ce que j'ai vu dans le manga papier. Ah ouais. Dans un coin du culturel local, petit fripon. À la Fnac jeunesse. À la Fnac adulte. Voilà, voilà. Là, il faut bien se mettre des trucs sous la dent en attendant la suite de JJK, hein. Fnac EHPAD. Voilà, Fnac EHPAD, let's go. Et on va pouvoir passer au cinéma avec 1, 2, 3 films. Oh, vous allez être contents. Le mois prochain, là, avec le Baldur's Gate, là, je vais pas voir de film, hein, c'est sûr. Enfin, si, je vais essayer d'aller au cinéma vendredi, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Le véritable art, mais putain. Nouma, il a vraiment brillé, hein. Aïe, 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 aïe. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Je vais voir Sonic 3, ouais. Alors, je vais t'expliquer l'effet vapeur.
畑様は柳田様の奥様にへそをしておりました。今さら藩に戻ることもない。目をきたまま生きているわけにはいかぬ。旦那、お手を挙げてくださいな。清廉潔白でなければ武士ではございません。Voilà le joueur de Go. Alors, normalement, j'utilise un site pour aller chercher les vidéos sur YouTube et les mettre sur mon PC. Sauf que là, le site, il va proposer toutes les vidéos en 360p. Donc j'ai tout grossi pour que ça soit pas le délire, voilà, maintenant. Donc, techniquement, oui, tout est pixelisé de ouf. Et je pense qu'en vrai, il y a un petit peu de brume. Enfin, en tout cas, il y a un grave... je me souviens pas exactement, mais le genre de Go, le film en lui-même a une texture pour reprendre les vieux films de l'époque, quoi. Voilà. Sûrement un grain, ouais. Comme moi. Alors, le joueur de Go, sorti en 2025. Car oui, je l'ai vu en avant-première. De Kazuya Shiraishi avec Tsuyoshi Kusanagi, Takumi Saito, Kaya Kiyohara. Yanagida est un ancien bushi, donc un soldat, enfin celui que j'ai battu dans mon rêve, bien sûr, venu vivre à Edo après un incident qui a fait de lui un ronin. Il crée alors des sceaux, voilà, et passe le temps en jouant au Go dont il est un maître. Après une partie contre un avide commerçant, il se noue d'amitié avec celui-ci, mais le passé va rattraper l'ancien samouraï. C'est le joueur de Gona. Comment? Popo, ouais. Mais c'est pas que vous comprenez. Il fait pas des sauts pour pisser dedans, quoi. Tu sais, comme les jeunes. Donc je l'ai vu en avant-première dans le cadre d'une semaine dédiée au cinéma japonais. Il ne sortira qu'en mars 2025, si ça vous intéresse. Gona, c'est le futur de Going. Ah oui! Ah putain. Oui, c'est un diminutif. Putain, j'y étais pas du tout. Hein. Je pensais que tu disais c'est un joueur de gonade. La blague de temporalité, on enchaîne. I'm going to... Donc, je sais pas si vous l'avez remarqué et si vous commencez à capter, puisque j'arrête pas de vous casser les couilles avec le cinéma japonais, mais quand même, on reconnaît un petit peu une ambiance Kurosawaen, une ambiance de chez Kurosawa, mais aussi, oui, avec le Japon, celle de Kitano, notamment avec Zaitoichi, qui est non pas un joueur de Go, mais un joueur des petits dés, là. Voilà, démerdez-vous avec mes bruitages. Mais ces inspirations, donc, sont juste des inspirations, puisque le film a une patte bien à lui. Le Yams. Romain. Je sais pas en vrai comment il s'appelle. En vrai, je ne connais pas le nom en japonais de leur jeu de dés. Voilà, je vous l'avoue. Donc il y a vraiment une patte dans ce jeu. C'est très très bien filmé. Il n'y a pas de personne qui fume un gros ouinge devant la caméra et qui donne cet effet flouté. Je ne me souviens pas en vrai s'il y a cet effet flouté ou non. Parce que je l'ai vu il y a quelques semaines quand même. C'est bien joué. Le scénario est assez étonnant en réalité parce qu'on part sur une direction et en fait au milieu du film, paf, il y a... Hop là, film de vengeance qui débarque. Wouh! C'est parti. Et c'est la bagarre. Pas du tout. Voilà. Et en fait, il y a... Donc on part vraiment sur une ligne... Enfin, sur une intrigue. Et ensuite, il y a une petite intrigue qui fait... Wouh! Salut, j'arrive! Ah! Et voilà, qui double par la droite, qui fait un gros tête à queue, qui fait un gros... Et on est parti. Donc voilà, c'est assez étonnant. C'est sympa. On sent que c'est moderne, hein. Quand même, on sent que c'est moderne. Le daron aime sa fille. C'est pas banal. Un film
Ah, tu fais bien de le dire, Noah. Sache que c'est pas loin. Un film plus ancien, le daron, il en aurait eu un petit peu plus rien à foutre de sa fille. Donc là, c'est mignon, le père fait attention à sa gamine. Même si on reste dans la mentalité japonaise, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de savoir jouer au Go ou de connaître les règles pour comprendre ce qui se passe. Le film vous donnera quelques indices de quoi comprendre où on en est. Même si connaître, en plus de l'avoir vu en avant-première, vous rajoute un petit bonus satisfaction personnelle de comprendre ce qui est en train d'arriver. Voilà, donc comme j'ai fait un tout petit peu de Go, j'étais un petit peu en mode yeah, je comprends ce qui se passe. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'en garde un très très bon souvenir. Si vous aimez le genre, let's go! Par pitié, rigolez. Voilà. C'était beaucoup avec les jetons de Go, ça a pris 1h45. C'était un jeu de mots, j'ai pas compris. Mais putain. En plus, il y a écrit en énorme au-dessus, quoi. J'ai littéralement écrit quand même sur ma feuille « Jeu de Go, lol ». J'ai ri parce que t'as demandé. Ah, j'en suis à quémander des rires, c'est terrible. Voilà, personne l'a vu. Bon allez, on enchaîne. Non, en vrai, si ça vous intéresse, c'était un bon film, en vrai. La vie est dure. C'était un bon film. En mars 2025. Oui, c'est ça. Tout de suite, la suite. Hello? Ah, regarde pas, là. Il y a plein de choses qui vont te rappeler la mort. Can anybody hear me? Oh, Romain. Get me out of here! Hello? Hello? Mother said we live in the desert. But out there lives the mirage. C'est pas ça, Kaizen, je me suis trompée de film. Here's all sand, stone, body of flesh. No mirage, all very real. Hey! Hey, yeah! There's strays. I'm stuck down here! Do something, please! Pull me up! Hey! What are you doing? What did they do to you? You live in a hell, woman! Held hostage by children! Help me! I can take care of you. I want my life back! Get me out of here! What do they want? Putain. Voilà, The Seeding. Quoi, vous aimez pas, mais... Vous aimez pas ce que je regarde? Je ne comprends pas. Parfaitement sain comme film. Alors, The Seeding, sorti en 2024, de Barnaby Clay. Avec Scott Hayes, Kathleen Shale, Alex Montaldo. Les Disney comme tout le monde. Oh putain, il paraît que Vaiana 2, c'est pas incroyable. Alors, l'histoire. Windham. Oui, il s'appelle Windham, je découvre ce prénom. Se promène dans le désert. Merci. Merci. Se promène dans le désert pour prendre des photos d'une éclipse. Et il tombe alors, en rentrant, sur un enfant perdu. Il décide de l'aider, mais se retrouve bloqué dans une crevasse avec une femme qui vit là. Ce qui semble Elle semble vivre là depuis extrêmement longtemps. Il va alors découvrir qu'il n'est pas tombé là par hasard et que ça pourrait lui coûter la vie. Bon, vous avez peut-être remarqué. Le film est giga étrange. C'est un film d'ambiance et de malaise. Il y a des carottes. Alors, c'est une petite vibe Mad Max avec ce désert et la dégaine des enfants. On comprend en même temps que le héros... dans quoi il est tombé, sans jamais savoir s'il va s'en sortir.
C'est ce genre de film où on passe son temps à se demander comment on aurait réagi à la place du héros, comment on aurait vécu la situation. Le protagoniste n'est pas spécialement gentil, ce qui rend le film plutôt intéressant, car on n'est pas forcément amené à compatir ou à l'apprécier, et pourtant, on va pas trop valider ce qui va se passer non plus pour lui. Donc voilà, c'est un film intéressant qui questionne la morale dans tous les sens, et on oscille en permanence entre si on arrive à se mettre à sa place ou pas, quoi. On est un petit peu en mode qu'est-ce que j'aurais fait, comment je ressentirais les choses, etc. Voilà, c'est... Voilà. Comme vous vous en doutez, la conclusion va être chelou. Bref, c'est une expérience à vivre. Pour public averti, bien sûr, et qui n'a pas trop peur du malaise ou des références à la mort, car vous pouvez le constater, vous aurez souvent ces genres d'images de choses pourries et voilà. Des natures mortes, littéralement. Voilà. Donc oui, c'est un film d'horreur. Hein. Si vous étiez pas trop au fait de quel genre était ce film. Genre, il y a la mort, choquée. Il peut voir des lapinouguis mauves. Bah, peut-être, en vrai. Non, en fait, j'essaie de me souvenir de qui est-ce qui pourrait se rapprocher dans le cinéma d'horreur connu. Parce que Midsommar, c'est gentil à côté, je trouve, en fait. Crossover que personne. À Misery. Oui, pour le côté enfermement, ouais. Mother, c'est bien trop barré. Non, je cherchais encore un autre truc. Mais peut-être que je vais pas trouver en vrai. Parce que là, c'est pas barré. Si, mais pas au point de Mother. Mother, Transformer. Mother, je pense que c'est un des rares films où j'ai été réellement choquée devant. C'est rare que je sois choquée devant un film, mais il y a une scène dans Mother qui vraiment m'a dégoûtée. C'est vraiment rare que je dise ça d'un film. Ouais. Oui. Ouais, bah oui, cette scène, elle est immonde. Puis il y a tout qui est oppressant dans ce... Tout ce passage-là est oppressant, en vrai. Pourtant, j'ai fait une vidéo dessus, en plus. Là, ça tombe bien, on va le couper, Nouma, pour regarder la prochaine bande-annonce. Ouais. Non, Mother, c'est un peu difficile, Nouma, ça. Putain. I've never shared my secret with any soul. These spells since childhood. Tell me what you can from the beginning. It is like a dream. It was our wedding. When we turned around, everyone was dead. Oui, je venais d'y penser à ça. Je me suis dit exactement la même chose sur les vieux logos. Ah, le régal que c'était au tout début du film, j'avoue. Je savais pas qu'ils les avaient remis dans la bande-annonce. Pardon. The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death. But I'd never been so happy. This creature is a force more powerful than evil. Its desire is to consume all life on Earth. Only you can redeem us. He is coming. There is a devil in this world, and I have met him. But you could never please me as he could.
I'm ready. Voilà, Nosferatu. À la fin du mois avec le shawarma, c'est ça? Très envie de le voir. Bon, en vrai, oui. La main sur la ville, en vrai, je ne sais pas pourquoi quand je l'ai vu, je me suis dit ça a été fait dans l'ancien de 2022, mais je sais dans l'ancien de 1922 pardon. Mais je mettrai pas ma main à couper, mais ça pourrait être un truc repris, mais j'en sais rien. J'avoue que j'en sais rien là, je n'ai pas assez de souvenirs de ce film. Donc Nosferatu, sorti en 2024 de Robert Eggers, avec Lily Rose Depp, que j'ai pas reconnu du tout, Nicolas Hoult et Bill Skarsgård, que je n'ai pas reconnu du tout. Hélène, et William Dafoe, bien sûr, comme d'habitude. Hélène, dans sa petite enfance, réveille sans le vouloir un démon, une créature de l'ombre, qui va chercher un moyen de la rejoindre pour se lier définitivement à elle. Elle va devoir alors combattre l'ombre pour sauver les siens. Alors, c'est un remake du Nosferatu de 1922 de Murnau et du livre de Bram Stoker de Dracula, Dracula. C'est noté dans les crédits de fin. Il y a sûrement une petite référence à celui de Coppola, même si j'avoue que je me souviens pas de celui de Coppola, à part 2-3 trucs. Et c'est vrai que c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux de prime abord. C'est vraiment plus les deux qui ont été cités directement par le film. Voilà. Quelqu'un d'autre a cité aussi La Belle et la Bête de Cocteau, que je n'ai toujours pas vu. Même si je trouve que... Alors, je l'ai pas vu, mais des éléments qu'on a cités sur ce film qui auraient dû se retrouver dans celui-là, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances, donc... Voilà, quoi. Une petite vitamine D, ouais. Alors, Edgars, si vous connaissez pas le Boog, c'est quand même un réalisateur d'ambiance. Et c'est principalement pour ça, je pense, à mon humble avis, ce qu'on vient chercher dans ces films, en réalité. L'histoire, à peu près... Enfin, c'est l'histoire, voilà, quoi. Même dans The Northman, qui n'était pas incroyable, il y avait cette putain d'ambiance qui sait faire, quoi. C'est vraiment le Boog, il prend des trucs, il te met toutes les symboliques que tu veux, il te bourre ça, il te bourre ça, il te bourre ça, et paf, t'en as plein les mirettes, même si l'histoire à côté, c'est pas voilà. Oui, c'est pour ça que pour Coppola, mais même pour Coppola et pour Cocteau, je suis pas giga sûre, en vrai. Enfin, j'en sais rien en vrai, ça se trouve c'est des refs, hein, mais voilà. Je me suis plus basée sur le Nosferatu de 2022, il faut que j'arrête, de 1922 que voilà. En tout cas, moi je vais faire des parallèles que avec ce film-là, parce que c'est le seul que... voilà. Donc évidemment, comme vous avez pu remarquer dans cette délicieuse bande-annonce, le film signe encore sa capacité à nous immerger dans une ambiance sombre, gothique et extrêmement lourde. Mais pas tout le temps, hein, rassurez-vous. Il y a vraiment des passages qui sont vraiment très empreints de lourdeur et d'autres où c'est plus calme. Vraiment, la bande-annonce, elle en fait giga plus des caisses que le film lui-même. Hein. Donc c'est tranquille. Hein. Rassurez-vous, c'est tranquille. Enfin, moi, en tout cas, je considère que c'est tranquille. Coucou Plo, comment ça va? Coucou. Ma séquence fave reste celle de l'arrivée au château du comte, parce qu'elle convoque énormément de symboliques. Alors je vous les donne, comme ça vous serez en ironie dramatique. Non, vous aurez une clé de lecture pour lire cette scène, mais vous allez voir, c'est 3 fois rien. Il y a un croisement et une forêt. Voilà, si vous êtes au courant de ces deux symboliques, sachant que le croisement, c'est réservé aux démons, et la forêt, c'est lié à la psyché, vous avez, hop, un petit bagage en plus pour la scène, que j'ai trouvé absolument magnifique. Enfin, elle me reste en tête de ouf. J'ai l'image, quand je pense à ce film, j'ai l'image directe qui fait tout saper. J'y crois, Coco, j'y crois. Pense. Regarde, pense au crucifix, donc au croisement, donc au démon. Donc elle convoque énormément de symboliques, mais aussi de tension, extrêmement de tension. Enfin, vraiment, c'est une de mes scènes dont je vais me souvenir le plus, je pense. Les autres, à côté, c'est tranquille. Et d'ailleurs, il y a des tout petits mouvements de caméra imperceptibles que je n'avais jamais vus ailleurs. Je sais pas si je vous le donne aussi pour que vous les voyez ou les sentez, je sais pas. On n'a pas eu des nouvelles de Loud depuis le début de la bande-annonce. Mais pourquoi?
Gothique. Non mais peut-être qu'il travaille, peut-être qu'il est en train de faire ses frites dans sa cuisine. Bref, c'est une séquence hyper travaillée pour alourdir un peu plus l'aura du comte Orlok. Donc vraiment cette séquence... banger. Alors la forme c'est bien, mais qu'en est-il du fond? Il range son costume de vampire. Les films... Il aime pas les films trop flippants? Loud, si... Enfin, moi, j'aurais pas dit ça. Je sais pas, en vrai. Dans ma tête, il aimait bien les films d'horreur, mais j'en sais rien, en vrai. Pour moi, c'était un des rares qui pouvait regarder des films d'horreur sur ce... sur ce chat. Mais je sais pas, hein, ça se trouve, je me trompe complètement. Le film a l'audace de laisser quelques passages de la pensée de l'époque. C'est-à-dire qu'on aura quand même toute la petite divagation sur les humeurs ou la médecine approximative de l'époque. Donc ça, c'est sympa, parce qu'on reste dans l'ambiance. Mais il nous propose une relecture quand même un peu plus féministe. C'était pas très dur avec la version de 1922 quand même. Où Hélène n'est pas une petite chose fragile et sans défense. Elle a un pouvoir et elle s'en sert. Mais surtout, les hommes aussi sont à la merci de Nosferatu. En gros, la morsure du vampire provoque à la fois des orgasmes sur les femmes et sur les hommes. On est bien loin du message extrêmement sexiste de l'original, où les femmes étaient montrées comme faibles et incapables de résister, contrairement aux hommes, bien sûr, qui étaient les seuls capables de foutre une tatane à Nosferatu. Donc bravo Leveau, merci d'avoir rectifié un peu ça, parce que vraiment c'est ce qui m'avait fait souffler dans celui de 1922, en plus d'être chiant à mourir. Vraiment, j'étais en train de me baffer la gueule. C'est qui commençait à être sexiste, les déjà... Voilà. Et en plus, est-ce que je l'ai noté? Ah si, c'est bon, c'est après. C'est juste après. Que Van Helsing est un mec. Le massage de pied de Nicolas Hoult. Mon coquin. Et vers la fin du film, en fait, je me suis demandé, bah c'est bien, mais à quoi sert tout ceci? Parce que c'est bien beau de nous balancer toute cette ambiance dingo-dingue, mais y a-t-il un propos? Parce que pour moi, je considère vraiment que les films de genre sont le genre parfait pour faire des métaphores, en gros. Ici, alors, on évite de tomber dans l'antisémitisme comme aurait pu l'être celui de 1922. Je me souviens pas de ma vidéo sur les vampires où j'avais travaillé sur ce film. Mais je crois bien qu'il y avait un sous-texte antisémite, puisque le vampire avait le nez crochu et les doigts avec plein d'ongles. Petite figure classique, cliché du juif, bien sûr. Je me souviens pas, mais ça se trouve, c'était ça. Voilà. Mais en vrai, dans celui-ci, j'ai eu un peu de mal à dégager quelques morales ou idées que le film voulait transmettre. Comme si c'était juste un bon gros kiff que Edgar s'était fait, et puis bah, les couilles de tout le reste, quoi. Donc je me demande même s'il y a eu volonté ou pas de métaphoriser quelque chose, ou vraiment juste se faire le kiff d'un remake à ambiance gothique. Alors, j'ai quand même lu entre les lignes de quelques trucs, et j'y ai trouvé mon compte. Donc, ce que je vais vous dire, c'est vraiment très très personnel, et vous pouvez voir autre chose. Pour moi, la morale de ce film, ça serait d'accepter sa nature, et celle des autres, par la même occasion, même si cette nature nous fait peur. Parce qu'en fait, c'est en rejetant notre nature qu'on manque d'amour, et donc c'est là qu'on pourrait attirer le malheur sur nous. Voilà. En gros, acceptons-nous pour être heureux. Voilà, c'était ma petite morale de bisounours au milieu des rats et de la peste. Je ne sais pas ce que vous verrez, mais voilà, moi en tout cas c'est ça que j'ai vu, sachant que ma sœur n'a pas vu ça parce que je l'ai tiré littéralement d'une phrase sur 2 heures de film. Mais ça m'a suffi pour être convaincue que c'était ça la morale de l'histoire. Donc en vrai, non, je pense pas que ça soit ça, mais voilà. Moi je le vois comme ça en tout cas. Non, en vrai c'est peut-être pas une seule phrase, je pense qu'il y a une phrase où elle le dit, en fait elle raconte un truc. J'en ai déduit ça, et ensuite ça repart sur ça à derrière, plus loin. Donc voilà, moi je considère que c'est ça. En tout cas, c'est ce que je veux y voir, parce que je trouve ça un peu bête, en fait, d'avoir fait autant de... Enfin, ce film est vraiment très très beau, quand même. Donc ça serait un peu con qu'il n'y ait pas de morale, et que ça soit juste en mode « Wouh, on se fait plaisir !» et puis basta. Ah tiens, il pleut des lapins. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, comme vous pouvez le constater. Je pense que je le mets juste après The Witch, qui reste son meilleur film à mon sens, encore aujourd'hui, mais peut-être que c'est la nostalgie qui me fait parler, je ne sais pas.
Donc je le recommande pour l'ambiance et le ride qui vous fait vivre pendant 2 heures. Ils confondent tout. Est-ce que le cinéma n'est pas un art et donc le regard qu'on a sur lui est... Comment? Bah le cinéma est un art. Déjà ça c'est bon, on n'a pas besoin de tergiverser. Et subjectif? Bah bien sûr que je vais... Non mais il n'y a même pas de 2 heures, la réponse est oui à toutes tes questions. Il n'y a même pas de débat. Et même, l'art est politique. Allez hop, c'est parti. Déjà rien que le fait que le film ne soit pas sexiste et pas antisémite, ça en fait déjà... Voilà, quelque chose de déjà mieux que le remake de 1922, quoi. Attention, tu veux causer un tremblement de terre? Comment? Le lard est politique. Pardon, comment ça tu clippais? Mais il n'y avait rien à clipper. Qu'est-ce que t'as clippé? Voilà, voilà. Donc, dites-moi hein, quand vous le verrez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, tout ça. Et bien sûr, rappelez-vous, croisement, forêt. Et la solitude. Je tente le week-end qui vient. Tente pas, fais. Fais le week-end qui vient. Forêt et solitude. Oh là là, il connaît pas les trends de TikTok, Nouma. Croisement forêt. Ah, tu sais pas si c'est à Lyon, d'accord. Mais c'est vrai que c'est plus difficile, là. Tabattage, tabattage. Tabassage de lapin volant furtif. Putain. Putain, je me demande si... Attendez, parce que j'ai oublié de faire un truc hier. Je voulais clipper un truc. Tapatage. Après, le tabassifiage. Voilà. Merci. Je me demandais si là, vous avez clippé ce que je voulais clipper. Putain, mais là, t'as clippé trop de trucs hier. Ah non, pas du tout. J'ai rien dit. Bon, c'est quand même... 3, c'est déjà pas mal, en vrai. Trop bien, merci. Le tabassifiage, ouais. Tapatage. Mais le tapatage, je vois pas ce que c'est. Tapatage. Clipper quoi? Clipper... Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire la vache qui rit. C'est vrai que le mot de ta mère... Pardon? Le mot de ma mère... Ah non, c'est le mien. Ah, mais t'es là, en fait. Ouais, il est encore trauma par la bande-annonce de Seeding. Je voulais clipper le robot qui fait pipi sous la douche. Et je pense que tu l'as fait, Loud. C'est le mien! C'est mon désaxé! Non, désastré. Merci. Parce que j'y ai repensé ce matin, après j'ai oublié. J'y ai repensé cet après-midi, après j'ai oublié. Une petite pause dans les recos, ouais. Bah, c'est bien, on va pouvoir enchaîner avec la suite. Les jeux vidéo, il y en a 3, 4, 5! Bon. Il y a écolo dans le titre. Oui, oui, j'ai vu. Techno-écolo, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et ben, c'est parti. Welcome aboard the Royce Express. Alors, je triche un peu dans celui-là. Indulge in luxury travel, fine dining, and... Murder? Well then, who's at hand to catch my killer? There's my trusty lawyer, a would-be detective, and Her Majesty's Secret Service. There's just one problem. They're the suspects. With puzzles to solve, palms to grease, and clues to uncover. They'd better prove their innocence fast, or it's the end of the line in an adventure that's not just nuts. It's locomotive! Locomotive! La fin du vrai art. Et ben on dit au revoir à Nouma alors, qui ne vient que pour le vrai art, visiblement. Alors, Locomotive, qu'on avait commencé en stream, sorti en 2024 du studio Robuste Game et édité par Chucklefish. Au revoir. Nous incarnons l'avocat et de Madame Lady Huntefald, qui se fait assassiner sous nos yeux. Nous devons découvrir qui est son meurtrier. Ta ta ta. Donc on l'avait commencé en stream, mais tout en anglais. C'était un petit peu violent pour moi, donc j'ai continué toute seule. C'est un point and click très classique, si classique qu'on y retrouve l'ambiance et l'humour des vieux point and click. Et comme il reste dans cette veine, les énigmes sont assez difficiles en réalité. J'ai eu recours au Solus pas mal de fois.
mais je m'en bats les fesses, donc voilà. La particularité de ce jeu est que l'on va pouvoir incarner 3 personnages différents et même pouvoir alterner à la fin entre les 3 pour s'entraider. Voilà, c'est le petit twist par rapport au genre. C'était plutôt sympathique. Voilà, donc ça à faire si vous n'avez pas peur de l'anglais, car il n'est pas traduit en français. Et surtout si vous aimez les point and click, parce que si vous détestez ça, vous allez détester. Sherlock Poirot, eh oui. Sherlock Poirot, celui qui fait des soupes dégueulasses. Valou. Bon, on va enchaîner, hein, comme ça, hop. Plus vite je rends l'antenne, plus vite je joue au dernier jeu. C'est excellent. Welcome back to Storyteller. Welcome new characters into the fold. Merde. Some full of mischief. Mais... Some warm the heart. Puzzle through new scenarios with new challenges. And while you're at it, add a little chaos into the mix. Explore the possibilities. Unleash your imagination. Rejoice. Voilà, Storyteller. Storyteller sorti en 2023 du studio Daniel Benmergui, donc c'est peut-être pas le studio mais un mec, et édité par Annapurna Interactive. On recrée des contes connus avec amour. Pourquoi j'ai écrit avec amour? On recrée des contes connus et parfois on leur crée des fins alternatives. Voilà. Donc vu en stream chez Lys il y a quelques années, mais j'avais fait attention à pas trop regarder car je comptais bien le faire parce que ça avait l'air vraiment très sympa. Et effectivement ça l'est. Je l'ai fait quasi en une soirée, donc comptez 2-3 heures, le mode difficile inclus. Un jeu très rapide mais très drôle et inventif. J'ai adoré l'expérience. J'ai beaucoup aimé retrouver les contes et histoires connues sous une forme étonnante. On se plaît à tester plein de combinaisons. J'ai notamment mis des couples gays dès que je pouvais. Oh putain, ça me fait penser que je vous ai pas parlé du manga. Je vous ai pas parlé de ma romance gay. Oh merde, j'ai oublié. J'ai lu un manga que je n'ai pas terminé. Voilà quoi. Sur ton mur rempli de dessins érotiques des dames. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu dis? J'ai notamment mis des couples gays dès que je pouvais. J'ai beaucoup aimé aussi le mode difficile avec le diable, donc moi-même, qui apparaît et modifie pas mal les intrigues pour nous faire refaire le puzzle différemment. Bref, un jeu très sympathique. Si vous avez Netflix, visiblement il est dispo sur Netflix. Tant pis. Ouais, en plus, je suis grave déçue par ce manga. Enfin, je suis à la fois déçue et pas déçue, c'est bizarre. Eh bien, tant pis, ça sera pour le... Peut-être qu'on aura une recommandation seulement l'année prochaine. L'année prochaine. Le mois prochain. Et ça sera juste ça. Moi qui somme devant ce manga. Attendez, je le note tout de suite, sinon je vais oublier. En plus, le titre est infini. Ce morceau, ouais. Ah, je savais pas pour le diable, en vrai. Je savais pas du tout. Comme je l'ai fait... Comme je l'ai fait récemment, visiblement. Ça a été ajouté. On enchaîne! Hop là.
pas si on peut vraiment dire dark pour ce jeu. Voilà, Harmony's Odyssey, sorti en 2022 du studio Mythic Hall et édité par Mythic Hall et Neverland Entertainment. Harmony doit retrouver son chat qui s'est enfui avec une baguette magique et fouleuse beule dans des mondes imaginaires. La trotte de la sorcière qui volait sous la pluie, ouais. C'était le moment triste du jeu. C'est un jeu de puzzle 3D taquin, pas bien difficile, mais très joli et chill à faire. Il y a aussi d'autres styles de jeu comme les 7 différences ou une espèce de truc où il faut faire le moins de déplacements possible. La seule difficulté de ce jeu est le timer qui vous juge à la fin de chaque stage. Mais vous pouvez faire abstraction. Il ne sert que si on est compétitif. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, pas grand chose à faire. C'est plutôt calme et simple. Un petit clic-clic de temps à autre. Les décors en 3D sont vraiment très beaux par contre. Et c'est très marrant. Voilà. Donc c'est vraiment un puzzle 3D à faire, voilà. L'harmonie d'Odyssée. Ok, vu. Allez, la suite. Peggy 18. Quoi? Attendez, il m'en manque un. J'ai oublié. Bon, bah, j'ai pas la bande-annonce, désolé. J'ai zappé de foutre la bande-annonce. Cozy Grove. Donc, la bande-annonce de Cozy Grove, sortie en 2021. Du studio et édité par Spry Fox LLS. Mimla. Non, j'ai... Jeune scout, on échoue sur une île remplie de fantômes que l'on doit aider. Le but ultime, rendre à l'île ses couleurs et sa vie. Donc c'est un Animal Crossing à la DA Don't Starve. On aide les fantômes chaque jour, on décore son île, on ramasse des conneries qui traînent, on les vend, on en achète des vêtements, bref. Un classique, mais assez sympa, et on a vite envie de revenir pour voir la suite et rendre à l'île ses couleurs. Et d'être enchaîné à vie à jouer à ce truc, parce qu'on doit rouvrir tous les jours pour faire des trucs, et c'est vachement long, c'est plus long que de faire ces quêtes coco sur Genshin. Voilà, donc je peux pas l'ouvrir tous les jours. Mais j'y pense. C'est en cours. Livraison sous quinzaine. Surtout pour le pan, il n'y a pas de pan. C'est un jeu sans violence. Mollo sur mes quêtes. Comme si Genshin se suivait... Exactement. Mais ce matin, par exemple, j'ai fini un peu plus tôt de travailler. Donc, j'ai ouvert le jeu. Mais juste parce que j'avais le temps de gérer Genshin et ça. Sinon, vraiment, c'est la guerre. Donc c'est validé. Ouais, je crois qu'il y a un panda rouge, je me souviens plus, mais ouais, je crois. Je crois. Bon, passons au vrai jeu maintenant. Au vrai art. So, my life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. I must finish what I started. Death's design will be complete. Discover Gatherick's secret. Find out what. Ouais, j'avoue, ça spoil. Attendez, c'est quoi cette merde? Même moi, je sais pas ce qui se passe là. Attendez, hop. Tout de suite. Le titre. Très bien. Je m'auto-spoil toute seule. Je suis très forte. Bien. Alors, ce petit jeu dont personne n'a parlé, bien sûr. Baldur's Gate 3, sorti en 2024. Ça va, je suis en avance. Du studio et édité par l'Ariane. Personne n'a craqué. Attends. Vous allez voir. J'avoue que là, j'ai complètement craqué dans mon texte et je l'ai envoyé à Alice et à ma sœur. Ça m'a fait beaucoup trop rire. De PG3 de l'année. Nous avons été kidnappés par Poulpiman. Enfin, des Poulpiman. Qui nous ont mis une larve dans le crâne. Le but du jeu est de s'en débarrasser tout en draguant Astarion, bien sûr. Bon. Ai-je vraiment besoin de parler de ce jeu? Oui.
C'est un jeu d'exploration au tour par tour. On incarne notre personnage que l'on crée à partir de 12 classes et 250 trucs à paramétrer. Chiffres non représentatifs, bien sûr. Mais aussi d'autres personnes, personnages d'intrigue comme Astarion, Ombrecoeur, Asta, Laezel, Gale, Ast, bref, d'autres personnages que l'on prend plaisir à découvrir et à interagir avec. Plus d'ailleurs qu'à suivre l'intrigue principale, dans laquelle je suis complètement pomax, mais ça va le faire. Je me suis sortie d'un truc pas possible dimanche soir, donc maintenant je peux tout faire. Basé à fond sur le jeu de rôle, vous allez découvrir le bonheur des jets de dés, et de les rater surtout. Des compétences à gérer, de pas comprendre ce que vous êtes en train de choisir, mais let's go. Et de gérer votre équipement inventaire avant de vous retrouver avec 1000 petites mains couvertes de saleté dans vos poches. Je kiffe bien pour le moment. Le côté Pomax me fait un peu peur, mais je crois en moi. Et puis, je suis en bonne voie avec Astarion, donc tout va bien. Hâte de rencontrer Carlax Répare, Carlax Remplace. Depuis le temps que je fais cette vanne, il était bien temps de discuter avec elle. Prendre plaisir à baiser. L'anagramme de Molo sur mes quêtes. C'est Kékette sur Melou. Mais quoi? Kékette sur Melou. Par Carlos de Bob l'éponge, exactement. Bah, par contre, il a pris un peu de prot, le queumé. Hein. La quête principale, choper tout le monde. Ah non, le truc, là, je connais pas. Mais t'es sorti d'où dimanche soir? D'un traquenard sans nom. Grâce à que des jets de défoireux, en plus. Donc voilà, voilà. Non mais moi, par exemple, là, c'est ce truc-là qu'on a vu, je n'ai aucune idée de quoi parle le gars. Hein. Donc je me suis spoilé, en fait. Enfin bon, ça va, je vais pas mourir, mais... Bon, nickel, il est 18h47, je vais pouvoir y aller, là, j'ai une heure d'avance. Vite, je vais aller ouvrir le jeu. Au revoir, merci d'avoir été là. La meuf qui rush. Je fais tout pour rusher. Vite, je veux aller Baldur's Gate, moi. Ayant fini l'acte 2, pareil. Ah oui. Donc voilà.